Le 21 janvier 1976, les télévisions du monde retransmettent en direct les deux premiers vols commerciaux. Air France réalise un Paris-Rio via Dakar, la British Airways un Londres-Bahreïn. À cette époque, j'étais un gamin accroché à la clôture avec des milliers d'autres personnes à regarder le décollage. Ce jour-là, si quelqu'un avait parié avec moi que je piloterais un jour cet avion, même pour 1 million, j'aurais bien rigolé. Reconnaissant le succès de ces premiers vols commerciaux et voyant l'avantage que procurent les vols supersoniques, les Américains finissent par lever leur interdiction et autorisent le premier atterrissage sur le sol new-yorkais le 22 novembre 1977. Lorsque nous sommes arrivés à New York, nos amis anglais ont fait la même chose, mais au départ de Londres. Et nous nous sommes retrouvés sur le tarmac de Kennedy, ces deux merveilles d'avion, nez à nez. À l'aéroport, il y avait une émotion énorme. Durant les 6 premières années d'exploitation, Concorde multiplie les destinations sur les 5 continents. Ce sont autant de lignes qui assoient sa légende dans le monde entier. Quand on arrivait sur un terrain où Concorde n'était pas connu, eh bien, on sentait qu'il avait métamorphosé tout le monde était souriant, accueillant, sympathique. Partout où il arrivait, le Concorde attirait la foule. Elle arrivait à Mexico pendant plus d'1 an et demi. Nous avions les mariachis à la coupée de l'avion. Combien de personnes étaient sur les bords des pistes pour regarder l'avion? Combien de personnes s'arrêtaient de travailler pour regarder l'avion décoller? Les gens étaient excités de le voir voler. Une légende est née. La liaison Londres ou Paris vers New York se fait en 3h30. Un record est même établi en 2h59. C'est plus du double aujourd'hui. Le voyage en supersonique règle alors le problème de décalage horaire et permet d'arriver à New York à l'ouverture des bureaux. Vous quittiez Paris à 11h et vous arriviez à New York avant 9h heure locale. Pas de décalage horaire, pas de fatigue. Il n'y a que Concorde qui peut faire ça. Cette exploitation démarra avant l'époque d'Internet, avant les smartphones, avant les vidéoconférences, les signatures électroniques. Les gens devaient donc se déplacer beaucoup plus pour le travail. Le prix moyen d'un billet aller-retour pour New York s'élevait à 50 000 francs. C'était le prix à payer pour rejoindre la côte est des États-Unis en un peu plus de 3 heures. Le tarif atteindra plus de 8 000 € dans les années 2000. L'exploitation du Concorde était destinée à une clientèle très aisée qui pouvait se permettre de dépenser une somme considérable pour bénéficier de l'expérience Concorde, c'est-à-dire d'une expérience de luxe autour du voyage. Malgré un confort assez limité dans la mesure où l'intérieur de la cabine est assez étroit, donne un petit effet de tunnel. Dans certaines phases du vol, au décollage, à l'atterrissage, ou lorsqu'il y a de légères turbulences, le sol avait tendance à gondoler. Si vous étiez assis à l'arrière de l'avion, alors on tirait le rideau et ça servait à cacher cette vision inquiétante d'un sol qui bouge. Malgré la petitesse de la cabine, voler dans le bel oiseau blanc est digne de voyager dans l'un des avions les plus prestigieux de l'époque. Le service à son bord est comparable à celui d'un palace, avec un personnel trié sur le volet, dédié au confort des 100 passagers. C'était vite, bien, et essayer de toucher un tout petit peu la perfection, même si c'est pas toujours très facile. Nous connaissions les passagers. C'était facile d'anticiper leurs désirs avant qu'ils n'aient eu le temps de les formuler. C'était des plats préparés par des chefs cuisiniers, donc ces chefs-là travaillaient les plats pendant des mois pour les peaufiner parce que vous mangez des mets délicieux, mais à cette altitude, nos sens diffèrent énormément. C'était servi dans des assiettes en porcelaine véritable de Limoges. On pouvait manger avec des couverts en argent, boire dans un verre en cristal. On nous proposait à la fin un cigare. On passait un très bon moment à bord. Ils avaient passé 3h30 chouchoutés avec nous, puis ils savaient qu'ils allaient revenir 15 jours après ou 1 mois après. Il y avait une espèce de complicité entre les passagers et l'équipage. Une relation beaucoup plus intime que sur les autres vols. Star du show business, patron du CAC 40, tête couronnée, chef d'État, grand sportif, tous vont emprunter l'avion et tous veulent tester l'engin mythique et en reconnaissent les mérites d'innovation. J'ai le souvenir d'un passager qui descendait de l'avion.
Il avait l'air légèrement déçu. Alors j'ai dit, avez-vous apprécié votre vol, monsieur? Il m'a répondu, eh bien, c'était un peu décevant quand nous avons franchi le mur du son. Je pensais que ce serait plus spectaculaire. Et je lui ai répondu, c'est là tout l'intérêt, monsieur. C'est toute l'intelligence de cet avion. Pour satisfaire sa clientèle fortunée, l'exploitation du Concorde est soumise à des contraintes techniques de sécurité et de ponctualité draconiennes. Il requiert 18 à 20 heures de maintenance par heure de vol, soit 5 à 7 fois plus qu'un avion classique. Sur un vol, en particulier Paris-New York, il y avait toujours un avion qui faisait le vol et un avion qui était de réserve. Donc, ça veut dire que pour la maintenance, il fallait préparer 2 avions tous les jours. Dès qu'il y avait un début de retard prévisible, les mécanos qui étaient en réserve allaient tout de suite sur l'avion de réserve pour commencer à faire la préparation du vol, etc. Vous ne pouvez pas dire à un businessman qui a payé son billet très cher, « Désolé monsieur, on va vous transférer sur un 747 et votre réunion à laquelle vous espériez gagner des millions de dollars, vous n'allez pas pouvoir la tenir. » Donc c'est ça l'exploitation Concorde, c'était de dire « Nous avons des clients exigeants, nous devons faire en sorte de les satisfaire. » Face à cet entretien très coûteux, les lignes vont très vite devenir déficitaires. À partir de 1983, seuls des vols quotidiens à destination de New York sont desservis pour des raisons de rentabilité. Les compagnies tentent alors de compenser ces pertes en louant les Concorde pour des événements. Les vols spéciaux, les charters, sont affrétés pour des entreprises, des agences de voyage, des grands événements sportifs et des tours du monde. On a fait beaucoup de vols spéciaux, on appelait ça des baptêmes supersoniques. Il s'agit juste de monter dans le Concorde, de voler un peu au-dessus de l'Atlantique, de passer Mach 2 et de revenir. Et ils sortaient, ils étaient comme des enfants le jour de Noël. Par sa fiabilité et la mise en place d'une maintenance hors norme, l'avion n'a connu que très peu de problèmes techniques. Pourtant, en 2000, 24 ans après son premier vol commercial, un événement dramatique va précipiter très vite la fin du mythe. L'impensable s'est produit. Nous nous souvenons tous où nous étions ce jour-là. Le 25 juillet 2000, le vol 4590 d'Air France, affrété pour des touristes allemands à destination de New York, est sur le tarmac de Roissy. L'appareil, le 6e de la série, est prêt à décoller. Il est 16h42. C'est un vol classique, c'est un vol affrété. L'avion était chargé complètement par ses passagers, par les bagages. L'avion va engager son vol avec un petit peu de retard suite à un incident technique. Quelque chose qui arrive, un petit retard, pas extrêmement lourd. Et puis derrière, c'est l'enchaînement. Moins de 2 minutes seulement après le décollage, l'avion devient incontrôlable. Il décroche et s'écrase sur un hôtel au bord de la Nationale 17 et provoque la mort des 100 passagers allemands, 9 membres d'équipage et 4 personnes au sol. 113 victimes. 113 victimes au total.